La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Canada, the NBA title is yours. The Toronto Raptors are the 2019 NBA champions. Serge Ibaka, say it, Jack, say it, rack it up, DJ. Serge Ibaka said, no, get that garbage out of here. 112, 109. Pascal, the three, good! All-star. Swatted by Boucher. Chris soaring in, finger roll. Little French pastry right there. Gotta love it. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Et toi, ça va? Ça va bien, hein, ça va bien. Bonjour à tous, j'espère que ça va bien, vous aussi. Mike Laviole aux commandes de cet épisode 14 de Dino Talk. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Un grand plaisir pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que ça y est, la NBA est de retour avec les matchs sérieux qui ont déjà commencé. Et surtout parce que la bulle Orlando, pour l'instant, ça fonctionne. Aux dernières nouvelles, 0 cas de Covid positif. Donc on est vraiment content de voir que pour l'instant, on va avoir de la compétition. Je suis très content également parce que je retrouve tout le monde aujourd'hui et aussi je vais annoncer plusieurs nouveautés qui vont arriver en ce qui concerne Dino Talk. Tout d'abord, on a signé un partenariat avec la radio HOF. Alors pour vous expliquer un peu, c'est une radio qui est basée au Cameroun avec une couverture de la NBA sur la zone africaine francophone, mais aussi sur toute la francophonie. C'est un peu notre objectif aussi, de regrouper les fans des Raptors de toute la francophonie. Du coup, c'était un peu la pièce qui manquait à notre puzzle, car nous avons des personnes qui viennent de France, de Belgique, du Canada. Nous avons Patrick Bizindavi qui représente à la fois le Canada et l'Afrique de l'Est par ses origines du Burundi. Donc pour nous, c'était vraiment une très belle occasion. Donc vous allez voir Dino Talk qui sera disponible sur cette radio. On devrait avoir Oncle Phil qui devrait nous rejoindre très prochainement pour partager avec nous sur la NBA, qui est l'animateur principal et le créateur de cette radio. Donc voilà, plein de bonnes nouvelles. Et pour parler avec moi des Raptors aujourd'hui, j'ai Maxime de Raptors Belgique avec nous. Salut Max. Salut à tous, salut Mike. J'en ai parlé juste avant, Patrick de Radio-Canada est avec nous. Salut Patrick. Salut tout le monde. Et notre habitué, celui qui est là tout le temps, Alex. Salut Alex. Salut Mike, salut à tous. Alex qui sera de retour avec son œil aujourd'hui, l'œil d'Alex qui arrivera à la mi-temps. Il nous parlera un peu des rotations des Raptors en vue de la reprise. Justement, on va faire le tour des sujets abordés aujourd'hui. En premier quart-temps, on va aborder les matchs de scrimmage qu'on a vus ces 3 derniers jours, les matchs de préparation. On va un peu voir tout ce qu'on en a pensé, et, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces matchs-là. En deuxième quart-temps, on va revenir sur quelque chose qui a beaucoup fait parler ces derniers temps, la Jumbo Line-Up, comme les médias canadiens l'appellent, c'est-à-dire le 5 de départ ou le 5 tout court avec à la fois Marc Gasol, Serge Ibaka et Pascal Siakam dans le front court. On va un peu parler de tout ça. Est-ce que Nurse peut l'utiliser pour les matchs de classement? Et ensuite, on fera une petite transition justement avec l'œil d'Alex qui nous parlera des rotations. En troisième quart-temps, on va un peu essayer de voir quel joueur côté Raptors pourrait être le facteur X dans ces matchs à venir et surtout pour les playoffs. On a déjà vu un Marc Gasol en très grande forme, un OG Anunoby qui est capable de dribbler maintenant, très bien même, et d'autres joueurs qui sont bien revenus depuis la pause. Donc on va essayer un peu de voir tous ensemble quel joueur va step up, comme on dit, apporter plus qu'avant le break. Et pour finir, on reviendra sur le mouvement Black Lives Matter et sur le combat que mènent les joueurs de la NBA et sur les dernières déclarations, notamment de Rondae Hollis-Jefferson, de Pascal Siakam et ce jour, aujourd'hui on est vendredi, de Serge Ibaka. Donc je pense qu'on a fait le tour des sujets. On peut commencer avec le premier quart-temps. Le premier quart-temps, c'est parti.
Alors, pour ce premier quart-temps, on va revenir sur les matchs de scrimmage. Les Raptors en ont gagné 2, les 2 premiers contre les Blazers et avant contre qui déjà? Houston. Contre Houston, les Rockets. bien sûr. Et ensuite, défaite contre les Suns. Donc, bon, les résultats sont pas forcément les plus importants. On a pu voir un peu une revue d'effectifs, des essais. Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous retenez de ces scrimmages? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a déplu? Allez Max, c'est parti. Moi, j'ai très peu suivi ces scrimmages. Je les ai quand même regardés, les résumés. J'ai regardé le match des Suns, mais j'avais pas envie de tweeter pour du beurre, entre guillemets. Donc, mais je trouve que je suis surpris par le niveau. Tout le monde a déjà un bon niveau de compétition, alors qu'ils ont arrêté quand même pas mal de temps. Et je pense qu'on va entamer des playoffs après ces matchs-ci qui vont arriver, avec un niveau presque similaire, je pense, au niveau que peuvent avoir beaucoup d'équipes en playoffs. On a un collectif qui est déjà bien huilé. Bon, on n'a pas enfin, les Suns s'en sont bien sortis contre nous, mais ils ont fait un très gros match. On a fait quand même beaucoup de rotations. On fait tourner des Kyle Lowry ou des Fred VanVleet en un peu plus de 20 minutes. Donc on fait jouer tout le monde, même Stanley Johnson. Donc tout le monde est impliqué. Voilà, maintenant on va voir contre les Lakers. Je pense que le système de rotation, comme c'était dans les scrimmages, va un petit peu diminuer. Mais on a vu des bonnes choses pour la suite. Moi, ce qui m'a aussi impressionné, c'est la défense face à Houston. On a été assez efficace là-dessus. On a eu Nick Nurse a bien développé plusieurs stratégies pour embêter Harden et Westbrook, avec des pressings assez hauts, même de Matt Thomas sur James Harden, pour vraiment bien l'embêter. Au final, il met ses 25 points, mais autour de lui, c'était assez pauvre, quoi. Donc voilà, moi ça c'est en gros ce que j'ai retenu de ces matchs. C'est du positif et hâte de voir la suite. Oui, je vais aborder sur le même sujet. D'abord, c'était bien de voir tout le monde en bonne santé. Pour la première fois, avoir une équipe au complet. Il y a eu une petite frayeur avec Fred VanVleet et heureusement, c'était pas très sérieux. Donc, c'était bien de voir tout le monde en bonne santé. Et puis, le retour de Marc Gasol aussi, de le voir et puis de le voir en action, plus en confiance. Et surtout, moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est l'apport du banc quand même. Le banc des Raptors, c'était vraiment très bien. Et puis une rotation il y a des joueurs qui normalement ne jouent pas beaucoup, qui ont eu le temps de jouer. Et Matt Thomas, très très précis, au tir à 3 points. Et puis le line-up, je pense qu'on va en parler, le fait que il a pu commencer Ibaka et Gasol en même temps, donc ça donne plus de temps à Boucher, qui va donc avoir plus d'opportunités de jouer, plus de minutes. La seule chose, c'est que peut-être le dernier match, mais Norman Powell, il n'est pas aussi en forme que les derniers matchs avant sa blessure. Mais je pense que c'était des matchs d'essai, donc quand les vrais matchs vont commencer, peut-être on aura peut-être une autre image, mais pouvoir voir tout le monde jouer et en même temps gagner, sauf un contre Phoenix, c'était des bonnes choses à voir. Je pense que le match des Lakers seront prêts. Kyle Lowry, c'était pour lui, c'était business as usual, comme on dit. Il a vraiment mis du sérieux dans les matchs. Et puis, ce qui est aussi très positif, c'est de les voir jouer avec une défense qui marche. Donc, j'ai vraiment hâte que ça commence. Ouais, c'est pareil. C'est la vraie bonne surprise, c'est de voir que le niveau était toujours là. Après, c'est 130 et quelques jours sans jouer, 138, je crois, de mémoire. Je pensais que le niveau général serait descendu plus bas que ça. Donc ça, c'est le premier enseignement et la première chose positive. Après, oui, comme l'a dit Patrick, revoir tout le monde en forme, tout le monde prêt, le nouveau Marc Gasol, comme on a l'habitude de l'appeler. Les progrès d'Oji aussi, ça on en reparlera, mais non, il y avait beaucoup de choses à voir. Le fait que l'importance de l'aspect défensif soit toujours aussi présent,
Quand on voit Kyle Lowry reprovoquer des passages en force, de nouvelles interceptions, Fred VanVleet, Toji, tout ça, c'est positif et on a hâte de voir ce que ça va donner avec l'intensité des matchs qui comptent, qui arrivent à partir de demain pour les Raptors. Moi, je pense que j'avais rajouté une chose. Je pense que Patrick est un peu dur sur Norman Powell. Il revient, il n'a pas entamé le match, il a joué très peu de minutes. Et à part son match contre Portland, où là, il est passé à côté, les deux autres matchs, il a mis, si je dis pas de bêtises, 12 et 15 points. C'est déjà pas si mal pour un remplaçant, même si c'est clair qu'on sait le niveau qu'il a et qu'il pourrait en avoir 25 s'il est en grande forme. Donc voilà, je pense que de toute façon, pour tous ces joueurs-là, ils sont professionnels, c'est leur boulot, c'est leur job, c'est leur passion pour beaucoup. C'est comme le vélo, je pense, pour eux, ça s'oublie pas. Il suffit qu'ils aillent à quelques entraînements, qu'ils refassent un match ou deux, et puis ça sera relancé, quoi. Pour en revenir à Norman Powell, Nick Nurse a indiqué qu'il avait beaucoup travaillé son tir et que ça ne se voyait pas encore forcément dans les matchs. Mais il a surtout souligné un problème entre guillemets, c'est pas un problème, mais un besoin de retrouver sa condition physique. Et c'est surtout à partir de là qu'on retrouvera le Norman Powell qu'on a connu. Mais après, je comprends Patrick parce que maintenant, on en attend beaucoup de Powell. En fait, il nous a tellement laissé sur quelque chose d'exceptionnel. Il était tellement fort que c'est vrai que le voir à 12 points, du coup, c'est un peu décevant. Mais je pense que Powell sera prêt. On va en parler après dans les facteurs X, même si je pense que maintenant, faut pas forcément le considérer comme un potentiel facteur X. Mais on va voir quelle régularité il va avoir. Et pour ma part, de manière générale, en fait, j'ai été également très surpris par le niveau de jeu. En fait, surtout par rapport au premier match d'entraînement. Juste avant, je crois que c'était la veille ou 2 jours avant, j'avais regardé un bout du match de Miami. C'était le premier match de scrimmage de Miami. Et franchement, c'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué pour les deux équipes. Je sais même plus contre qui c'était. Je crois que c'était contre Sacramento. Et je me suis dit, ah ouais, mais bon, en même temps, c'était normal. Et en fait, de voir le premier match des Raptors avec déjà En fait, la chimie collective, elle n'est pas partie. Et on se rend compte que, ouais, c'est comme tu as dit, Max, les joueurs de basket, c'est... Mais je pense Je sais pas si c'est dans tous les sports, parce que vous m'aviez dit qu'au soccer, c'était pas génial, par exemple, la reprise. Et moi, j'ai été étonné que l'écart de niveau n'était pas aussi grand entre la saison habituelle et des matchs d'entraînement comme ça. Donc, agréablement surpris. J'ai pas grand-chose d'autre à rajouter sur ces scrimmages parce que de toute façon, on va en reparler dans les cartons suivants. La défaite contre Phoenix, par exemple, pour moi, ça n'a aucune valeur. De toute façon, le score, ce n'est pas très important, surtout qu'on a beaucoup fait tourner. Après, juste un petit truc que j'aimais faire sur les 2 premiers matchs, c'est dire quand les remplaçants rentraient, jouaient contre les remplaçants adverses, ils faisaient la différence et de dire que ça me confirme qu'une seule chose qu'on sait, c'est que les Raptors ont une rotation bien plus profonde. Et du coup, ça n'a pas été le cas contre les Suns, donc j'ai pas pu faire le jamais 203. Malheureusement, les Suns ont vraiment fait un bon match du premier joueur jusqu'au 15e joueur. Bon, c'est bien pour eux. Maintenant, on va voir ce que ça donne les Suns dans les choses sérieuses. Mais je suis vraiment emballé parce que les Raptors ont montré, sachant qu'on sait qu'ils sont pas... Personne n'est à son meilleur encore, donc on sait que la marge de progression est énorme. Donc ouais, vraiment emballé, l'intensité défensive était déjà là. En attaque, je les ai trouvés pas si brouillons. Bien sûr, c'est pas parfait, mais franchement, il y a déjà des choses intéressantes. La circulation de balles pour se trouver des shoots ouverts, c'était vraiment très intéressant. L'avantage des Raptors aussi, je pense, c'est qu'ils jouent pas sur une superstar ou 2 superstars. Donc le collectif, ça a toujours été la marque de fabrique de l'équipe. Donc quoi qu'il en soit, leur jeu sera toujours comme ça. Donc voilà, très emballé. Je pense qu'on est bon, donc on sonne la fin du premier quart-temps. Et on passe tout de suite au deuxième quart-temps. On va parler des expérimentations de Nick Nurse, qui est un peu le roi de la NBA pour ça. Donc il en avait beaucoup parlé avant même que la compétition reprenne, de cette jumbo line-up, donc composée de Pascal Siakam, Marc Gasol et Serge Ibaka dans le front de courte, et avec Lowry, VanVleet à l'arrière, ou même Lowry,
et OG Anunoby. Je voulais savoir un peu quel était votre avis, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette grande taille et est-ce que vous pensez que ça va être utile pour les matchs de classement et pour les playoffs? Peut-être pas en composition de départ, pas pour débuter un match. À mon avis, pour débuter, on a besoin de rester sur quelque chose qu'on maîtrise et sur lesquels on a l'habitude de jouer, à savoir un back court, Laurie Van Vliet, un Siakam au poste 4 et Gasol, Ibaka en fonction de qui se trouve en face, en fonction de la match-up. Par contre, sur certains moments du match, avoir les trois sur le terrain, ça peut être intéressant dans le sens où ça va forcer l'équipe adverse à faire des ajustements. Ça va les forcer à faire quelque chose. Ils pourront pas rester sur quelque chose de logique et de normal, d'ordinaire face à cette triplette de big men des Raptors. Il faudra forcément faire des ajustements, donc ça va les forcer à potentiellement faire des erreurs. Et ça peut être intéressant, surtout face à quelque chose d'opposition toute bête, mais face à un Joel Embiid par exemple, avoir ces trois gros là autour de lui. Alors je dis pas focaliser, parce que sinon ça libérerait beaucoup trop d'espace pour les autres, mais ça peut être intéressant, surtout si Philadelphie retente avec un Ben Simmons au poste 4 par exemple, comme ils ont essayé eux aussi pendant les matchs de scrimmage. Là, ça pourrait être intéressant de voir l'opposition entre les deux. Si, je suis totalement du même avis. Je pense que ils vont absolument devoir s'adapter selon les équipes adverses. En line-up de Ibaka et Marc Gasol, ça va être par exemple très compliqué contre Houston, qui joue tellement petit que ce serait vraiment difficile de les prendre en défense. Mais contre des équipes comme Philadelphie, comme Milwaukee, c'est un line-up qui peut aider. Mais aussi, il faut dire que l'avantage, c'est que un gars comme Ibaka, il est confortable à jouer au 5 et au 4. Donc, toute sa carrière, il a été au 4, sauf dernièrement avec les Raptors où il a été mis au 5. La même chose pour Siakam. Lui, il peut jouer n'importe quel poste parce que il a la maîtrise de la balle, il peut jouer au 3, il peut même monter avec le ballon. Et puis, défensivement, Ibaka et Siakam peuvent défendre le périmètre. Donc, il y a moyen de faire ça, mais je ne pense pas que faire les 5 de base à les avoir comme équipe partante, je ne pense pas que ce sera l'idéal. Surtout que on a besoin des gens qui peuvent contribuer offensivement avec le banc. Je pense que, à mon avis, on peut commencer avec Gasol au 5 et puis amener Ibaka avec le banc pour avoir ce punch offensif. Parce que je peux peut-être me tromper. Jusqu'à présent, Ibaka était le meilleur en termes de productivité de match, même dans les 3 matchs qu'ils ont joués, même pendant la saison, c'était vraiment le meilleur offensivement à pouvoir contribuer. Je pense l'amener avec l'équipe du banc, lui et Norman. Je pense qu'ils peuvent équilibrer entre les 5 de départ et le banc, mais ça va dépendre de l'adversaire, ça va dépendre si l'autre équipe est assez grande pour pouvoir le faire. Mais le faire en tant qu'équipe de base, je pense que ça va être peut-être dans les petites surprises que Nick Nurse va faire des ajustements qu'il fait durant le match. Mais je suis du même avis que ça ne va pas être vraiment le 5 de départ. Moi, je pense aussi que c'est très compliqué de démarrer avec ce 5-là. Parce qu'après, quand ils sont fatigués, Gasol, il a déjà un certain âge, donc il faut parfois qu'il rejoigne un tout petit peu le banc. Mais l'avantage, c'est qu'il est pour Boucher, mais derrière Boucher, justement, qui d'autre sur le banc peut avoir un niveau et un impact comme peut l'avoir Gasol ou Ibaka quand il sort du banc. C'est assez difficile, je pense. Moi, je trouve que c'est intéressant, effectivement, comme l'a suggéré Alex, contre des Joel Embiid, en sachant par exemple que des Ben Simmons ont une adresse à 3 points, on n'en parle même pas. Donc, c'est intéressant, mais comme l'a dit Patrick aussi, contre des équipes comme Houston, c'est pas du tout comme ça qu'il faut jouer. Maintenant, moi, ce qui pourrait être le
le point positif à cette histoire, c'est que moi j'ai l'impression quand même qu'au niveau du rebond offensif, les Raptors sont pas forcément la meilleure équipe et sûrement très très loin d'ailleurs dans les stats. On se concentre vraiment plus sur les rebonds défensifs et notre grand tour, comme elles savent tirer à 3 points, Ibaka et Gasol sont rarement sous le cercle comme peut le faire un Rudy Gobert, et peut-être avoir les deux sur le parquet peut te permettre d'en mettre un dans la raquette aussi comme ça pour essayer de reprendre quelques rebonds offensifs en plus. Ça, c'est le point positif à l'histoire. Maintenant, il faut voir si ça fonctionne, si tout ça, si l'alchimie fonctionne entre tout le monde et si c'est possible de faire ça sur plus de minutes en sachant que quand on va faire tourner l'équipe derrière, il y a plus cette bête qui est Ibaka qui sort du banc pour tout fracasser, quoi. Donc voilà, ça c'est peut-être le point négatif. Très intéressant ce que tu soulignes, Max, par rapport au rebond. Parce que d'ailleurs, quand même, malgré tout, même le rebond défensif a été un problème pour les Raptors tout au long de la saison. Il n'y a pas beaucoup de faiblesse dans la défense, mais c'est quand même souvent quelque chose qui revient. Donc même au-delà du rebond offensif, donc tu as raison, comme tous ces joueurs sont capables de shooter à 3 points, là on peut quand même avoir une présence au rebond offensif. Mais aussi au rebond défensif, je pense que cette line-up apporte vraiment beaucoup en fait à ce niveau-là. Et avec en plus la polyvalence, comme disait Patrick, de tous de pouvoir sortir sur les tireurs à 3 points. Ibaka a montré qu'il avait malgré tout la mobilité pour le faire. Siakam, on n'en parle même pas, il a la mobilité pour défendre sur n'importe qui dans la ligue. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Après, moi, la question que je voulais vous poser, est-ce que vous êtes à l'aise avec Siakam en poste 3 ? Moi, j'ai pas de souci avec ça. Je pense qu'il est... C'est au début... Faut pas que ça dure tout le match, ouais, c'est ça. Mais bon, moi, il y a aucun problème. Oui, moi aussi, je suis d'accord. Je suis aussi d'accord avec ça, pourvu que ça ne dure pas longtemps, parce que OG a quand même une bonne production là au 3, donc faut pas que son rythme diminue à cause de peut-être du positionnement de Pascal au 3, parce que les 3 matchs qu'on a vus. Non, c'est un différent joueur carrément, OG, avec la maîtrise de la balle, les pénétrations. Donc, il faudrait pas que la position de Pascal change beaucoup à cause justement de ça, de ce qu'amène OG. Maintenant, pour revenir encore une fois sur Ibaka, physiquement, c'est sûrement une transformation aussi incroyable que Gasol. Gasol, il a l'air d'avoir perdu beaucoup de poids, mais Ibaka, il est revenu, mais comme une machine, il est musclé de partout, il a l'air d'avoir perdu beaucoup de graisse de partout. Avant, au niveau de la saison, on en avait déjà parlé dans les précédents Dino Talk, il est presque au prime de sa carrière, c'est sa meilleure saison de sa carrière. Avec la transformation qu'il a eue là pendant l'arrêt, il peut encore monter de palier et c'est difficile de mettre un mec comme ça sortir du banc, quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui le mettraient titulaire, mais direct. Donc, c'est vraiment un choix de luxe que peut se permettre Nick Nurse. Après, Ibaka avait déjà parlé de ça il y a au moins une saison, de se dire que si son rôle c'était de faire partie de la second unit pour aller déboîter les remplaçants adverses et jouer le leader avec les plus jeunes, ça n'avait pas l'air de lui poser beaucoup de problèmes. C'est vrai que le fait d'avoir un line-up Laurie Van Vliet ou Laurie Anunoby avec Siakam, Gasol et Ibaka, ça déplume un peu en termes d'expérience la second unit de l'équipe, quoi. On se retrouve plus qu'avec du Norman Powell. C'est un peu compliqué, quoi. Mais oui, Ibaka, il a cette dimension physique qu'il faut réussir à utiliser dans les moments opportuns. Et je veux revenir aussi juste sur une chose, c'est que le fait d'avoir deux big men comme Ibaka et Gasol, qui sont quand même des menaces très sérieuses à 3 points, ça peut créer des espaces après pour les 3 autres, des espaces de pénétration pour les 3 autres. On sait que Laurie et Van Vliet aiment bien prendre un peu de vitesse et finir avec la planche en dessous panier. Donc avoir les deux grands à l'extérieur, ça peut être intéressant. Je pense notamment, encore une fois, face à Embiid. Petit coucou au passage à Valanciunas qui lui a planté un 3 points sur la bouche pendant les matchs de scrimmage. Valanciunas à 3 points, Embiid qui fait le geste de la main en disant bon vas-y shoot, je viens pas te chercher.
Valanciunas le rentre et derrière, en se replaçant, il fait coucou. Voilà, ça c'était le petit moment bien sympa pour JV, ancien Raptors. Mais voilà, la présence des deux peut avoir cet avantage-là, en tout cas offensif. Le seul point négatif, c'est que Pascal en 3, pour moi, est-ce que c'est par rapport à un OG, si on doit défendre sur LeBron ou sur des stars de la ligue, de Giannis ou d'autres, je pense que début de saison, OG il avait prouvé que défensivement, c'était costaud. Et est-ce que c'est pas plus costaud que Pascal? Peut-être un tout petit peu. L'autre élément aussi qu'il faut pas oublier, c'est que quand il commence avec les grands et que par malheur, Ibaka a 4 fautes et puis Gasol a 4 fautes, alors ça va être très très compliqué de les faire jouer encore. Donc tout ça, c'est des choses à gérer. Si jamais ils jouent ensemble et qu'ils sont tous avec 3 ou 4 fautes, là, ça va être délicat pour défendre, surtout que l'un, normalement, remplace l'autre. Et puis, Boucher, il a des limites physiques. S'il joue contre Philadelphie, ça va être la catastrophe lui contre Embiid. Donc, c'est à gérer d'un match à l'autre et puis peut-être d'un quart-temps à l'autre, dépendamment du flow du match. Mais j'ai confiance en Nick Nurse. Il sait comment gérer ses joueurs. Mais il faudra pas que ça soit, à mon avis, pour longtemps là. Ouais. Je voulais revenir sur ça justement. Moi, comment je le vois, mais on va peut-être en parler après tout de suite avec Alex pour les rotations. Parce qu'on a vu également dans ces matchs de préparation plusieurs fois Gasol associé à la seconde unit. Et on parlait souvent, on en a parlé toute l'année, des problèmes de créativité dans cette seconde unit quand elle n'est pas associée à Kyle Lowry, par exemple. Donc, je pense que ça peut être aussi une possibilité de voir soit Ibaka débuter le match, soit Gasol débuter le match, mais sortir très rapidement au profit d'Ibaka, qui finirait le carton, qui aurait la plus grande majorité du temps dans le premier carton, et de voir ensuite Gasol avec cette seconde unit. Et surtout que si on a Gasol plus Lowry entouré de cette seconde unit, là, on règle tous les problèmes de créativité. Donc, c'est quelque chose à suivre, je pense. Moi, je les vois pas, comme vous avez tous dit d'ailleurs, sur le long terme, démarrer avec ce 5 de départ. Ça se trouve, Nick Nurse va nous faire mentir, hein, ça dépendra des adversaires. La chance, c'est que de toute façon, on ne va pas retrouver les Rockets, sauf s'ils vont en finale NBA et qu'on y va. Ce sur quoi je ne mettrai pas une pièce pour les Rockets. Voilà, du coup, je pense qu'on peut passer directement à la fin de ce deuxième quart-temps et enchaîner avec l'œil d'Alex pendant cette mi-temps. On est parti pour l'œil d'Alex. C'est parti, Alex, à toi la parole. Merci. S'il y a bien une chose qui a marqué la saison des Raptors, ce sont les différentes blessures qui ont perturbé les rotations de Nick Nurse. Aujourd'hui, on sait qu'au vu des résultats de l'équipe et de l'ambiance qui semble régner au sein du groupe, chaque joueur a l'air d'avoir pris conscience de son importance dans la saison. Tous les joueurs sont mobilisés et mobilisables en fonction des imprévus, en fonction des besoins de Nick Nurse. Mais voilà, on voit quand même que dans le roster, il y a des joueurs qui sont incontournables, sauf en cas de blessure évidemment. Mais il y a encore de grosses minutes à récolter pour certains joueurs. Donc en fait, j'ai réparti un petit peu les différents joueurs en fonction de leur potentiel statut dans les rotations une fois les matchs de classement terminés, donc au début des playoffs. On part sur une rotation à 8-9 joueurs maximum. On sait très bien que pendant les playoffs, les rotations diminuent. Donc il y a les titulaires indiscutables, à mon sens, ils ne sont que 2. Kyle Lowry d'abord, voilà, je pense que le GOAT des Raptors, c'est l'âme, le cœur, les poumons, tout ce que vous voulez de toute l'équipe. Il faut se rendre compte quand même que sur 4 matchs qui comptent pour du beurre disputés cette saison, donc le All-Star Game et les 3 matchs de scrimmage qu'on vient de voir, Lowry a provoqué 4 passages en force, dont 2 sur James Harden. Le gars cherche encore la réponse dans sa barre, mais bon. Il est difficile d'imaginer que Kyle Lowry puisse débuter sur le banc. Et à mon sens, c'est aussi le cas de Pascal Siakam, qui représente probablement l'option offensive numéro 1 de l'équipe. All-Star cette année, il va devoir confirmer tout le bien qu'on pense de lui et tout le potentiel qu'il représente pour les Raptors. Mais quelle que soit l'équipe en face, Siakam, il sera titulaire et il va falloir qu'il soit au top pour que Toronto aille loin. Pour accompagner ces 2 joueurs, il y a donc 3 postes à pourvoir. Fred VanVleet semble être en pole position pour accompagner Kyle Lowry sur le backcourt.
Il s'est complètement révélé lors des derniers playoffs. Il permet également à Kyle Lowry d'avoir moins le ballon et donc de lui libérer plus d'espace sans ballon pour prendre des tirs à 3 points plus libérés en sortie d'écran. Sans compter que si Fred VanVleet prend feu, ça devient compliqué à le stopper. Hein. Coucou Steph Curry. Au poste 3, on pense plus facilement à OG Anunoby, qui semble avoir la priorité pour Nick Nurse. Après une saison passée dans l'ombre de Kawhi, on sent qu'il a beaucoup appris, qu'il est prêt à apporter toute son énergie et son insouciance des deux côtés du terrain. C'est ce qui fait sa force, c'est qu'il est primordial dans l'organisation défensive des Raptors. Il est très présent sur l'homme, il a de longs bras qui lui permettent de couper les lignes de passe. Et en même temps, il offre une sérieuse garantie offensive, surtout en transition. Puis arrive enfin le poste de pivot, et là, il y a deux candidats sérieux, c'est Serge Ibaka et Marc Gasol. Ils ont chacun deux profils différents. Gasol, c'est une valeur ajoutée non négligeable dans la lecture du jeu et l'organisation offensive. Serge est un protecteur de cercle qui peut dissuader plusieurs pénétrations adverses et en même temps être le déclencheur d'un coup de gueule si jamais il y a un moment de creux. Les deux ont l'avantage d'être des menaces à 3 points assez sérieuses, ce qui va permettre de faire sortir des joueurs comme Joel Embiid de leur raquette et libérer des espaces pour les autres. Nick Nurse l'a déjà dit, le choix entre les deux se fera certainement en fonction du pivot qui sera présenté en face. Face à des pivots très physiques, comme Embiid, encore une fois, je pense qu'Ibaka sera sans doute privilégié par rapport à Marc Gasol. Encore que ça reste à prouver, vu la performance de Marc Gasol l'an dernier. Et puis, il y a aussi la possibilité du jumbo line-up, comme on vient d'en parler. Ça nous fait donc 6 joueurs déjà mentionnés. On peut en rajouter quelques-uns pour les rotations. Norman Powell, Rondae Hollis-Jefferson et Terence Davis semblent avoir une longueur d'avance sur les autres, puisqu'ils ont une certaine polyvalence et peuvent jouer à différents postes. C'est ce qui est recherché en play-off. Ils ont réussi leur minute pour pouvoir instaurer une connexion entre eux et entre les joueurs titulaires. Il y a une entente sur ce groupe-là. Pour moi, des joueurs comme Matt Thomas, Patrick McCaw ou encore Chris Boucher sont un petit peu en retrait, mais auront également leur minute si besoin. Ils ont tous différents inconvénients, si on veut, par rapport aux autres. C'est que McCaw n'a toujours pas joué depuis le restart, donc à voir dans quelle forme il va être à la reprise. Matt Thomas, c'est quand même un petit peu moins polyvalent que les autres membres du backcourt. Et puis Chris Boucher, à moins que Ibaka, Gasol et Siakam se retrouvent sur le parquet en même temps, récupérer des minutes, ça va être compliqué, quoi. Mais quoi qu'il en soit, cet effectif a su montrer sa profondeur. Il semble pas être pris à la légère par les autres équipes, donc c'est un avantage pour les Raptors. Il y a un certain équilibre entre l'expérience incarnée par Kyle Lowry, Serge Ibaka, Marc Gasol et la jeunesse des autres, comme Fred VanVleet, comme Pascal Siakam, comme Terence Davis. Faut ajouter à cela une grosse détermination et une volonté de montrer que les experts avaient tort. Ça, c'est un avantage que Toronto a, enfin, une mission que Toronto a par rapport à toutes les autres équipes de la Ligue. Il faut pas oublier non plus les performances de Nick Nurse et de son staff, qui n'ont pas peur de prendre des risques quand il faut et qui sont capables de sortir des pépites à des moments intéressants. Merci Alex. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi un peu sur ces rotations. Est-ce que Nick Nurse va réduire en play-off, ce qui est souvent le cas? Est-ce que vous voyez par exemple Chris Boucher ne plus jouer du tout? Est-ce que Pat McCaw, qui avant tout ce qui s'est passé était quand même dans la rotation, mais comme l'a dit Alex, maintenant il est blessé, il n'a pas pu trop jouer, donc on ne sait pas vraiment où il en est. Nick Nurse est resté très très vague sur son sujet. En fait, il n'a pas vraiment dit quelle était sa blessure et on n'a pas vraiment de nouvelles. Aujourd'hui, il a dit oui, il devrait être là, mais ça reste encore du conditionnel. Donc, dites-moi un peu comment vous voyez cette rotation de Nick Nurse. Est-ce qu'on va profiter de cet avantage d'avoir jusqu'à 10 joueurs qui ont le niveau pour jouer en play-off, ou est-ce que, comme à l'habitude, normalement, ça va se réduire à 8-9 joueurs, comme l'a décrit Alex? Je pense que ça va être assez similaire, sans doute, à l'année dernière. Il y avait 8-9 joueurs qui jouaient. La seule chose, c'est que par rapport à l'année dernière, OG Anunoby remplace numériquement Kawhi et Chris Boucher avait complètement disparu des playoffs. Je pense qu'il est dans l'intérêt de Nick Nurse et de la franchise si on veut conserver Chris Boucher, parce qu'il est aussi bientôt, je pense, en fin de contrat, de commencer à lui faire un peu confiance et de le faire jouer un petit peu plus, surtout ce genre de match. Donc
On peut peut-être tourner à 9-10 joueurs, mais je sais pas si ça ira beaucoup plus haut. Donc, j'ai l'impression que depuis l'année passée, les rôles de chacun sont bien définis. Donc, c'est bien expliqué. Et puis ils ont pris leur rôle à cœur. C'est comme on disait tout à l'heure, Serge Ibaka qu'il commence ou qu'il commence sur le banc, ça importe peu pour lui. Donc, il y a des rôles bien définis pour les joueurs. Par contre, c'est un luxe d'avoir un banc aussi profond parce que avoir quelqu'un comme Boucher qui peut jouer ou ne pas jouer, c'est quand même un luxe. On n'a pas oublié même les contributions même des gens qui jouent très peu comme Terrence Davis qui lorsqu'il n'y a pas de meneur de jeu qui peut se transformer en meneur, mais Rondé Hollis-Jefferson, il a fait quand même de bonnes performances donc à partir du banc. Donc c'est vraiment un luxe de pouvoir avoir tous ces joueurs disponibles en bonne santé et que on peut essayer des combinaisons durant le match ou entre les différents cartons. Mais je pense que les rôles sont bien définis. Chacun sait son rôle et même le fait que Nick Nurse a déjà annoncé que Patrick McCaw sera disponible. Donc, c'est vraiment un luxe de les avoir tous. À chaque poste, on a au moins 2 ou 3 joueurs qui peuvent être dans la rotation. Et si on a besoin d'un panier rapide, là, on a des tireurs qui sont très précis, qui peuvent, comme Matt Thomas, qui peuvent entrer juste pour mettre un 3 points ou 2. Mais moi, ce qui me rend plus confiant, c'est la défense. Tout le monde défend, même si des fois en attaque, des fois ça ne marche pas. Mais la défense, tout le monde participe, tout le monde met de la pression. C'est vraiment un bon luxe d'avoir une équipe aussi profonde. Ouais, je suis assez d'accord avec Patrick et de toute façon, je pense que la chance qu'a Nick Nurse, c'est qu'il a cet effectif, comme tu l'as dit, et de toute façon, il pourra faire jouer qui il veut en fonction des adversaires, selon l'équipe adverse, selon les problèmes de faute. Et de toute façon, c'est toujours bien d'avoir plus de joueurs que pas assez. On verra comment il va s'organiser. Je pense que sur la fin des matchs de classement, on devrait commencer à voir... En fait, ça va dépendre. Peut-être j'allais dire une bêtise, j'allais dire on commencerait à voir une rotation qui ressemble à celle des playoffs, mais c'est pas certain parce que si les Raptors assurent rapidement la 2e place, ils pourraient continuer à faire des essais, je pense. Donc on va suivre ça de très près. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter pour cet œil d'Alex? Est-ce que Alex, tu veux ajouter quelque chose? Sinon, on a fini pour cette mi-temps. Ouais, juste un truc au passage sur les joueurs que j'ai mentionnés comme en disant qu'ils auraient peut-être un petit peu de mal à gratter des minutes. Patrick parlait de Matt Thomas par exemple pour entrer si besoin d'un 3 rapide en fin de quart-temps ou en fin de possession. Il y a aussi un autre scénario, c'est le problème des fautes. Que ce soit pour Matt Thomas ou même pour Chris Boucher, imaginez un Serge Ibaka à 3-4 fautes assez vite, ça peut leur donner des minutes. Mais voyez, moi, un Matt Thomas qui rentre, qui prend 3 tirs à 3 points qui en rentre 2, à partir du moment où il est pas trop exposé en défense, moi je suis content. Bien joué pour ta prestation, mon grand. Tu t'auras peut-être joué 4 minutes sur le match, mais t'auras peut-être fait la différence à la fin. Donc il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte quand on parle de profondeur de banc, c'est qu'il y a des joueurs qui peuvent passer relativement inaperçus en termes de nombre de minutes, mais à la fin du match on regarde et puis on se dit c'est son passage de 3-4 minutes où il a rentré 3 shoots qui fait la différence à la fin au box score, quoi. Ouais, ce que tu viens de dire, ça me fait penser à le rôle qu'avait Steve Kerr dans les Spurs, je sais plus de quelle année, quand il gagne le titre. Ouais, c'est ça. Et il jouait pas un match, il jouait jamais, et en fait il est rentré dans un match où ils étaient en galère d'adresse. Et je me rappelle, Steve Kerr, il a pris feu, un peu comme tu dis, à la Thomas, il a joué 4-5 minutes. Il a mis 2-3 tirs à 3 points. Après, il est retourné s'asseoir sur le banc tranquille. Le match a été retourné en la faveur des Spurs. Et c'est tout à fait un rôle que l'on peut voir
que l'on peut envisager pour les Raptors au sujet de Matt Thomas. Tout à fait, ouais, je suis d'accord avec toi. Pareil pour Chris Boucher, hein, tu as un Ibaka qui est pénalisé par les fautes et la défense n'est pas terrible. Tu fais rentrer un Chris Boucher qui arrive sur les 2 premières possessions adverses, il met 2 contre. Bah, je te garantis que sur la 3e, ils vont réfléchir avant d'attaquer le panier. Hein. Ouais, clairement, ou sur un tir à 3 points aussi, on sait qu'il est très fort. Voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Hein. Parfait, je pense qu'on en a fini avec cette mi-temps. Et ben c'est parfait, on va passer au 3e quart-temps. Avant ce 3e quart-temps, on va jouer les Nick Nurse, on va faire un changement. On a Max qui doit nous quitter. Max, merci d'avoir participé à la première moitié de l'émission. On te retrouve très rapidement. Et pour te remplacer, Oncle Phil est arrivé. Salut Oncle Phil. Bonjour, bonsoir. Je sais pas, je dois dire bonjour, je dois dire bonsoir, je sais pas. En tout cas, salut à tous. Merci. Ça marche les deux. Ça marche les deux comme on enregistre de toute façon. Les gens écoutent à l'heure qu'ils veulent. Donc bonjour, bonsoir, bon matin même. Tout fonctionne. Oui, puis même direct, on est un petit peu partout. Donc, Merci de m'accueillir, c'est sympa, merci. Désolé pour le retard, j'ai un peu décalé. Pas de souci. Ben, je passe le relais à l'oncle Phil et on se retrouve à très bientôt. Salut Phil. Alors j'ai un peu présenté notre partenariat en début d'émission, mais maintenant que tu es là, tu vas pouvoir nous en dire beaucoup plus. Mais pour commencer, je voulais simplement que tu te présentes. Et est-ce que on te présente comme un fan des Raptors ou plus un fan de Pascal Siakam? Comment tu te présenterais? Je me présenterais comme un fan de Siakam d'abord, et ensuite un fan des Raptors. Ouais, ça c'est sûr. Je suis d'abord fan de Siakam avant d'être fan des Raptors. Pascal Siakam, je le suis depuis New Mexico State. Donc ma relation avec Siakam, c'est pas, le fait que je suive la carrière de Pascal Siakam remonte un petit peu à mon travail, remonte un petit peu en relation avec mon travail avec Radio Off Basket. Comme ça me permet de présenter un petit peu la structure. Radio Off Basket, c'est une structure donc que je crée, qui est basée sur Manchester, que je crée en 2013. Et c'est un média donc qui est spécialisé sur le digital. Une radio digitale, voilà, où on parle que de NBA, on parle que de basket et que de NBA. Donc voilà, donc moi vu que j'ai créé ce média-là, voilà, avec des amis et des collègues, on fait régulièrement des émissions dédiées à la NBA. Donc on n'est pas centré sur une équipe en particulier, nous on parle véritablement de tout. Hein. On parle de tout, on fait tous les jours, on anime, donc voilà. Et on a aussi cette particularité d'être partenaire affilié NBA depuis 2015, puisqu'on assure la promotion notamment du NBA League Pass, NBA Store, notamment en Angleterre, au Canada, en Angleterre et au Canada. Voilà, ce sont les 2 zones sur lesquelles on travaille. Et puis voilà. Pour parler de ma relation un peu avec Siakam, je suis basé pour l'instant. Radio Off Basket est basé à Manchester, mais moi je suis présent au Cameroun en ce moment. Je suis au Cameroun en ce moment depuis quelques temps parce que je travaille dans le cadre d'une mission avec une agence de communication et je suis beaucoup les Africains qui ont l'opportunité d'aller aux États-Unis. Donc Pascal Siakam en faisait partie et avant lui je suivais son frère, son grand frère James Siakam qui lui a évolué à Vanderbilt en NCAA. Et quand Pascal Siakam, quand son frère n'a pas été drafté et puis il a une carrière en Europe et en Asie, je crois il a joué au Japon un petit peu avant d'arrêter. Et puis Siakam, quand il est arrivé à New Mexico State, on l'a suivi et puis on a senti que ça pouvait passer. Et puis depuis le reste de l'histoire, vous la connaissez bien. Donc voilà. C'est parfait, c'est parfait. Merci Oncle Phil. Bienvenue à toi dans l'équipe de Dino Talk. Et on va enchaîner Merci. tout de suite avec le 3e quart-temps. 3e quart-temps, c'est parti. Alors les gars, quel facteur X côté Raptors pour les playoffs? On a vu des joueurs qui sont sortis du lot pendant cette préparation. On a beaucoup parlé de Gasol qui est revenu en très grande forme, qui a déjà montré des choses intéressantes même s'il n'a pas beaucoup joué. On a vu OG surtout avec son nouveau handle et un OG transformé en attaque. Et on a pu voir également Terence Davis toujours sur sa lancée. Selon vous, qui va être ce joueur côté Raptors
qui va faire passer un palier à l'équipe, ou du moins qui sera une surprise qui fera en sorte que les Raptors puissent aller loin? Qui veut commencer? Je pense que pour moi, à mon avis, le premier facteur X, c'est la santé. Il faut vraiment que les joueurs puissent participer à temps plein sans blessure. Mais le joueur que je m'attends à beaucoup plus comme un facteur X, c'est OG, parce que il a été drafté avec comme un spécialiste en défense, mais ils ont vu quand même le potentiel. Et l'année passée, il était blessé, il n'a pas pu jouer même pendant les finales. Mais les 3 matchs qu'on vient de voir, c'est comme il a complètement changé son répertoire de jeu offensif. Alors, s'il peut continuer à contribuer défensivement comme il le fait et ajouter le potentiel offensif qu'on vient de voir les 3 derniers matchs, je pense que c'est quelqu'un qui peut. Et puis, il est quand même adroit au tir. Si tu le laisses seul au tir à 3 points, il est quand même assez adroit. Je pense que c'est le joueur qui va faire une différence, qui va même surprendre beaucoup, parce qu'on s'attend à ce que donc les Kyle Lowry, Pascal Siakam ou bien Ibaka, c'est les usual suspects comme on dit. Mais le facteur X, je pense que ça va être OG. Parce que les 3 matchs qu'il vient de faire, il m'a vraiment beaucoup surpris agréablement, surtout la maîtrise de la balle. C'est des dribbles que je ne l'avais jamais vu faire dans les dernières années qui viennent de passer avec l'équipe des Raptors. Je pense que ça sera le joueur qui va faire la différence. En fait, OG, c'est le candidat idéal à ce statut de facteur X, parce que des joueurs principaux de l'effectif, c'est celui qu'on n'a pas vu en play-off l'an dernier, puisqu'il a été blessé. Donc forcément, son retour, en tant que titulaire en plus, va être forcément très scruté. Mais de ce qu'on a vu, effectivement, comme le disait Patrick, notamment sur les 3 matchs de scrimmage qu'on vient de voir, ça peut être très intéressant. Si OG arrive à prendre cette confiance et cette assurance en attaque qu'on a vu sur certaines actions, tout en restant aussi tenace et agressif en défense, oh boy, ça peut faire très très mal. Ça peut faire très très mal et être extrêmement important pour l'équipe. Alors moi, je vous suis complètement avec OG Anunoby, mais j'ai un autre client dont j'aimerais parler. Il s'agit de Norman Powell. OG Anunoby, il a cette particularité, il est très très fort, il est assez versatile, mais c'est surtout un très bon défenseur. Il a aussi de très bonnes qualités en attaque, ça c'est sûr. Mais celui que je vois aussi, c'est Norman Powell. Je pense que si Norman Powell arrive véritablement à se lâcher, on va dire ça comme ça, Norman Powell qui tourne cette saison à 16 points, 3 rebonds, une passe décisive. Quand il prend feu, Norman Powell, parfois il rend vraiment ses adversaires. Ils mettent beaucoup de difficultés dans le match de ses adversaires. Donc je pense que Norman Powell, c'est aussi quelqu'un qu'on peut citer dans cette catégorie de facteur X. Je ne sais pas ce que vous en pensez. La question que je me posais par rapport à Norman Powell, c'est est-ce qu'on doit le considérer comme un facteur X, sachant la fin de saison régulière qu'il a faite en fait? Est-ce qu'on ne doit pas s'attendre à ce que Norman Powell soit dans ce qu'il a déjà fait en fait? Qu'est-ce que tu en penses? Moi je pense que en fait moi je voyais plus OG Anunoby. OG, moi je le vois plus sur l'aspect défensif. Hein. C'est vrai que il a assez amélioré ses qualités offensives, on va dire ça comme ça. OG Anunoby, mais c'est plus sur la défense que moi je l'attends. C'est quelqu'un qui peut défendre sur les 5 positions. Il va pas empêcher LeBron James de mettre 30 points sur un match, mais c'est quelqu'un qui essouffle ses adversaires à toutes les positions, et Nick Nurse, il apprécie particulièrement pour ça. Bon, maintenant, après, au niveau de son répertoire offensif, bien entendu, il est capable d'apporter aussi, on l'a vu, il a un petit peu évolué à ce niveau-là, mais c'est pas là où moi je l'attends particulièrement. Par contre, au niveau offensif, lorsque l'on parle de Factor X, moi j'ai tendance à me dire que Norman Powell pourrait être une bonne surprise. Moi, j'attends pas Norman Powell sur l'aspect défensif de son jeu, j'attends qu'il puisse improver, qu'il puisse développer, qu'il puisse me surprendre sur l'aspect offensif. Il peut prendre feu à tout moment, enfin à tout moment il peut prendre feu lorsque Norman Powell
Norman Powell, vous l'avez vu, il a réussi plusieurs fois à rentrer des gros shoots la saison dernière. Donc moi, je pense que je mets une petite pièce sur Norman Powell quand même. De toute façon, Norman Powell, on sait tous qu'il en est capable. Maintenant, on attend juste qu'il le fasse dans les moments où ça compte. Et c'est ça un peu, je trouve, on en parlait dans un ancien épisode où on disait qu'un peu Norman Powell, c'était un peu toujours la même chose. On se dit, cette année, ça peut être la bonne. Et puis finalement, il se blesse. Et puis il revient tout petit. Et puis voilà, ça repart. Et puis renouvelle blessure. Là, il arrive bien. Il a été blessé aussi cette année, il a eu des absences, mais grosso modo, il a fait une saison très, très régulière et très impressionnante. Donc c'est sûr que s'il peut avoir ce genre de performance en play-off, oui, il va être extrêmement important, c'est clair. Et surtout, la saison dernière, on se rappelle de ce qu'il avait fait contre les Bucks. Et je suis complètement d'accord avec vous deux, de toute façon, que si Norman Powell parvient à avoir la régularité qu'il avait sur la fin de saison régulière avant blessure, et comme face aux Bucks, c'est vraiment le joueur qui a les clés en sortie de banc pour vraiment permettre aux Raptors d'atteindre un niveau supérieur. Moi, je noterai un autre joueur, un joueur sur qui j'ai beaucoup d'espoir. On en a beaucoup parlé. Déjà, c'est Marc Gasol. Marc Gasol, on sait ce qu'il apporte, on sait ce qu'il a apporté la saison dernière dans le collectif, en défense. Mais moi, j'ai même espoir là de voir un Gasol encore plus scoreur. J'ai vraiment l'espoir de le voir, je ne vais pas dire dominer les rencontres parce que ça serait un peu exagéré, mais un Gasol à 10-15 points par match, par exemple, en play-off, ça pourrait faire vraiment une grande différence. On l'a vu cette saison, il était vraiment pas très concerné par le scoring. Il a mal commencé. Il avait besoin d'un break de toute façon. Avant sa première blessure, c'était plus le Marc Gasol qu'on connaissait. Il ratait des choses très simples en attaque qu'un Gasol ne rate jamais d'habitude. Sa première blessure lui avait fait beaucoup de bien. Il était vraiment bien revenu. On le voyait réussir ses petits moves au poste, retrouver de l'adresse de loin. C'était vraiment très intéressant. Ensuite, sa saison a été encore cassée par la dernière blessure. Après, il y a eu le Covid qui a tout arrêté. Et là, on le voit revenir avec la perte de poids et vraiment tous les commentaires qu'ont fait ses coéquipiers et le coach vis-à-vis de lui. C'est vraiment intéressant de voir qu'ils disent tous on a retrouvé Prime Mark. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il va tourner à 20 points par match comme à la belle époque des Grizzlies. Mais moi, j'en attends quand même pas mal de lui offensivement. On a vu déjà sur les scrimmages, il n'a pas joué beaucoup, mais on a vu qu'il est très mobile. Et quand je vois son premier ballon contre les Blazers, il part en pick and roll, il reçoit la balle, il part au dunk. Là, je me suis dit, waouh, peut-être ce Gasol, il va nous surprendre. De toute façon, s'il veut refaire la fête à la fin, il n'y a pas le choix. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Non, c'est vrai, je me souviens bien de ce move-là quand il est parti au dunk. Ça, c'est un aspect qu'on n'avait pas vu, je pense, même l'année passée quand il jouait, le peu de temps qu'il a joué avec les Raptors. La perte du poids, le fait qu'il a retrouvé sa santé, ça, je pense que ça joue au moral et puis à sa confiance. Et puis, moi, je suis vraiment confiant en cette équipe. Que ce soit les facteurs X qu'on a cités, que ce soit parce qu'avec les Raptors, on ne sait pas qui va te battre aujourd'hui. Ça peut être quelqu'un d'autre demain. Et c'est ça vraiment la beauté d'avoir une équipe assez profonde. Et surtout, moi, je mets beaucoup sur la confiance en Nick Nurse pour pouvoir s'adapter, faire jouer les joueurs qu'il faut. Et puis, pouvoir compter sur une chance aussi. Parce que comme aime le dit Masai Ujiri, gagner, c'est une performance, mais il y a aussi côté chance. Je pense qu'on a vraiment une chance d'aller loin cette année et puis de surprendre beaucoup parce que à entendre les journalistes américains, que ce soit sur ESPN, TNT ou bien sûr sur les sites internet, personne ne donne une chance aux Raptors, sauf peut-être Charles Barkley. Personne ne donne une chance aux Raptors. Et je pense que le côté surprise va jouer beaucoup, mais quand on demande l'avis des joueurs eux-mêmes, tout le monde est d'accord que l'équipe des Raptors est très très difficile à battre. Donc j'ai vraiment hâte que ça commence demain, de voir comment est-ce qu'ils vont faire face aux Lakers. En parlant de surprise, on n'a pas parlé non plus de Terence Davis,
attention, parce que si ça match up en face, il sent qu'il a moyen de faire quelque chose, il va pas avoir peur d'y aller, hein. C'est sa première année, il a toute l'insouciance et la confiance d'avoir été aussi performant et aussi utile dans le roster. Il y a eu le petit coup à l'ego de ne pas avoir été pris au Rising Star. S'il a moyen de se mettre en évidence, je pense qu'il ne va pas hésiter une seconde. Je pense que justement la force des Raptors, c'est qu'il n'y a pas un seul facteur X. C'est là où je voulais en venir au final avec ce petit débat, c'est que, comme l'a bien dit Patrick, en fait, avec les Raptors, ça peut venir de n'importe où. Et je pense que c'est la force de cette équipe de toute façon. On a tendance à dire, la question a été encore posée à Nick Nurse, je ne sais plus si c'était aujourd'hui ou hier, sur le fait que les Raptors n'ont pas un top 5 de la ligue dans leur effectif et que chaque année, la plupart du temps, le champion, c'est une équipe qui a un des 5 meilleurs joueurs de la NBA. La force des Raptors, c'est qu'il n'y a peut-être pas de top 5, mais la plupart des joueurs sont bien au-dessus de la moyenne. Donc, on va voir, c'est vrai que c'est la force des Raptors et moi aussi je suis impatient de voir ça dès demain. Dès demain, on enregistre aujourd'hui vendredi 31 juillet, dès demain face aux Lakers. Demain, 1er août pour ce premier match face aux Lakers. Pour conclure ce troisième quart-temps, j'ai oublié de le faire en lancement d'émission. Je voulais vous signaler qu'on lance 2 nouveaux petits programmes, 2 nouveaux petits Dino Talk, un qui se fera en pré-game, c'est-à-dire une petite présentation de chaque match qui s'appelle Dino Talk Raptors versus. Nous allons essayer d'avoir en invité un membre des pages francophones de chacun de nos adversaires pour un peu présenter le match en 15-20 minutes, pas plus, avant chaque rencontre. Donc je suis en contact avec les pages francophones des Lakers. Je ne sais pas s'ils vont être disponibles. S'ils ne le sont pas, je trouverai quelqu'un d'autre pour représenter les Lakers. Mais quoi qu'il en soit, on va faire quelque chose dans cet avant-match avant les Lakers. Donc, surveillez bien les réseaux sociaux. Ça devrait arriver d'ici soit ce soir, soit dans la journée avant le match de demain, ou le match d'aujourd'hui si vous écoutez le podcast samedi, ce qui est le plus probable. Et la deuxième chose que je voulais annoncer, c'est une deuxième petite émission qui s'appellera Dino Talk l'après-match, où je reviendrai un peu à l'image de ce que fait William Lou sur Yahoo Sports, où je reviendrai après la rencontre, pareil en 15-20 minutes sur une petite analyse de ce qui s'est passé. Et normalement, avec moi, je devrais avoir, peut-être pas pour commencer, mais dans les matchs à venir, je devrais avoir la présence de Coach Étienne, que vous avez déjà entendu dans Dino Talk, Coach Étienne qui travaille pour la radio Choc FM, qui devrait m'accompagner pour apporter son analyse un peu plus technique. Je voulais lancer ce quatrième quart-temps avec un message qu'avait passé Rondé Hollis-Jefferson à la fin de sa conférence de presse l'autre fois. Simplement, il nous avait dit aux médias qu'il est très important de continuer à relayer le message du combat de Black Lives Matter et que c'est important il s'adressait aux grands médias qui ont une grande plateforme. Mais je pense que c'est notre devoir à nous aussi d'en parler. Donc voilà, pour ce quatrième quart-temps, je voulais parler un peu de ce combat contre l'injustice sociale, tout simplement en posant quelques questions. Je voulais savoir, est-ce que vous êtes satisfait de ce que la NBA a mis en place dans ce sens-là? Qui veut commencer? Moi, je pense que d'abord, c'est très important d'en parler parce que non seulement c'est d'actualité, mais je pense que ils sont même en retard par rapport à ça. Mais je pense que le fait que la NBA a ouvert le sujet et puis de le faire comme justice sociale, c'est vraiment très important. C'est vraiment très important parce que c'est pas juste le racisme contre les Noirs. Il y a plusieurs formes de discrimination et le fait d'avoir ouvert pour en parler, je pense que c'est une très bonne chose. Mais et aussi, il faut pas oublier que la NBA, c'est toute une industrie. Ça offre une plateforme quand même avec les vedettes, avec la télévision, avec donc toute la machine NBA. C'est quand même une grosse plateforme. Hier, c'était vraiment il y avait plein d'émotions de voir comment les joueurs sont unis avec le staff du coaching et s'agenouiller durant l'hymne national. Donc, je pense que la plateforme, il faut pas négliger ça. Mais j'ai vu que quand même, il y a une inquiétude au niveau des joueurs, des gens qui participent, que plus on va en profondeur avec les matchs, les gens vont
vont avoir tendance d'oublier et donc de se focaliser au match beaucoup plus qu'au message. Donc ça, il faudra que ça garde, que ce soit constant au niveau des messages, que ça ne soit pas noyé par le basketball. Et je pense que depuis quelques mois, il y a un mouvement qui a commencé, que je pense que les choses sont dans la bonne direction, même s'il y a beaucoup à faire. Et surtout que les joueurs ont différents sujets qui les tiennent à cœur. Les uns, c'est la justice sociale, les autres, c'est le racisme. Le fait qu'ils ont ouvert à ce que chacun puisse mettre ce qu'il veut, pas ce qu'il veut, mais quand même des thèmes variés sur leur maillot, par exemple, les messages sur le terrain, les messages vidéo qui passent. Je pense que ça offre une plateforme assez intéressante pour ces sujets. Et ça ne me surprend pas parce que la NBA a été toujours à l'avant-garde des questions d'ordre social, des questions parfois d'ordre politique aussi. Adam Silver est assez avancé dans ces sujets et je pense qu'il y a une très très bonne réponse. Il reste beaucoup à faire, mais quand même ils ont bien répondu, ils ont mis l'accent durant le match, pendant le match, après le match sur les messages. Et je pense que c'est vraiment un sujet très important. De toute façon, la NBA ne changera pas le monde à elle toute seule, ça faut bien en être conscient. Son rôle, c'est de servir de plateforme, comme tu l'as dit, de permettre aux joueurs de s'exprimer, au staff aussi de s'exprimer. Je pense notamment à Greg Popovich, qui a été longtemps interviewé par les chaînes de télé. Donc voilà, la NBA a mis en place beaucoup de choses, les messages sur les maillots, sur les t-shirts des remplaçants aussi, c'est écrit en gros sur l'aventure, sur le parquet, les messages, les spots diffusés à la télé, un peu comme le fait l'UEFA avec le foot, les messages publicitaires à la mi-temps. Il y a aussi un message contre le racisme, l'égalité homme-femme aussi, il me semble, parler de sport féminin, tout ça. Enfin bref, c'est par là que la déclaration de Rondae Hollis Jefferson est très importante. C'est qu'effectivement, la première arme, c'est le fait d'en parler. Et là-dessus, je pense que la NBA pouvait faire difficilement mieux que ce qu'elle a fait actuellement, c'est-à-dire d'autoriser les joueurs, le staff et toutes les personnes impliquées à en parler de la meilleure façon possible. Un pas peut-être symbolique, mais qui est pour moi extrêmement important, c'est rien que le fait que tous, à l'unanimité, aient l'autorisation de mettre le genou à terre pendant l'hymne national. On se souvient comment a été saqué le joueur de football américain, j'ai plus son nom, qui avait fait ça il y a quelques années. Sa carrière est complètement détruite aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est encadré, certes, mais ça montre quand même un certain pas en avant sur le fait que, oui, il y a du boulot et c'est quelque chose qu'il faut faire maintenant et sans plus attendre. Juste vous accompagner en précisant simplement que la NBA, elle a aussi une assez historiquement, elle a toujours su, on va dire, manier la chèvre et le chou, on va dire ça comme ça. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec les relations avec la Chine, par exemple, lorsque c'est pas le même sujet, mais quand il y a eu les soucis avec la Chine, vous vous souvenez de ce que la NBA a pu mettre en place pour essayer de calmer les relations entre la Chine et son organisation, puisque vous savez que les relations entre la Chine et les États-Unis, c'est assez tendu. Donc la NBA a à cœur, de mon point de vue, et je pense que ça rejoint un peu ce que vous dites, la NBA a à cœur de pouvoir donner cette plateforme de toutes les façons aux joueurs pour s'exprimer, parce que c'est important, parce que les joueurs doivent avoir la possibilité de s'exprimer, mais ils doivent rester aussi dans cette tendance, c'est-à-dire par rapport à l'image que cette ligue a dans le monde. La NBA, c'est pas seulement il y a pas seulement le côté business, mais il y a aussi le côté image. La NBA s'investit énormément dans les aspects sociaux depuis de nombreuses années. Donc je pense que pour eux, c'était une occasion de démontrer qu'ils sont là et qu'ils sont présents et qu'ils vont continuer à l'être. Comme l'a dit Patrick, ils sont vraiment en avant-garde de tous ces sujets sociaux. Et je pense que c'est une bonne chose pour l'NBA de vraiment donner cette possibilité aux joueurs de s'exprimer. Et
ça va pas forcément, moi je pense pas que ça va forcément faire bouger énormément les lignes au niveau de ce qui se passe aux États-Unis, mais je pense que c'est un plus en tout cas pour permettre à plus de gens de s'exprimer et c'est important. Yes, moi je suis tout à fait d'accord sur l'aspect message, mais ce que je me demandais c'est est-ce qu'il y a, après ils en ont pas parlé ou j'ai peut-être pas suivi beaucoup, mais est-ce qu'il n'y a pas des actions à faire au-delà du message, parce que on se concentre beaucoup sur le message. Je trouve que c'est très bien, mais j'aimerais voir plus d'actions personnellement. Je suis très content par exemple de l'annonce de la revente des Minnesota Timberwolves par exemple, qui vont peut-être être achetés par Kevin Garnett. Je pense que ça passe par ça aussi. Il y a un sentiment parfois également de voir que en fait ça reste encore un sport qui est détenu par les blancs et de voir les noirs qui jouent pour des blancs. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, il y a un seul propriétaire noir dans toute la NBA, il y a un seul general manager, président des opérations basket dans la NBA, et moi ce que j'aimerais voir c'est ces choses-là changer. Après c'est très compliqué parce que les propriétaires ne vont pas vendre leur franchise comme ça du jour au lendemain, mais je pense que par exemple ce qu'ont fait les Raptors c'est très bien, ils ont nommé 2 personnes dans les instances décisionnelles qui sont noirs, et ça c'est très bien. Après, je dis pas qu'il faut faire de la discrimination inversée en faisant à tout prix, en recrutant à tout prix des personnes noires pour faire en sorte d'être mieux représentées. Mais pour moi, la suite de ça, c'est vraiment l'action en fait. Le message c'est bien, mais au bout d'un moment, j'aimerais voir plus d'action. Par exemple, je voudrais revenir sur les histoires des messages sur les maillots. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on en a fait beaucoup trop? Pendant 2 semaines, tous les journalistes étaient en train de demander aux joueurs quel message. Moi, je préfère voir les joueurs qui ont dit, au-delà du message, je donne tout mon salaire restant sur les derniers matchs, comme Jrue Holiday par exemple, je crois qu'il a fait ça. Je donne mes 5 millions à une organisation qui défend les droits, Black Lives Matter et tout ça. Pour moi, ça, c'est plus important de relayer ce genre de choses que d'en faire trop pendant 2 semaines sur les messages qu'il y a sur les maillots. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, j'ai une position un peu différente. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'il y a de l'action. Il y a de l'action derrière, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais je pense qu'il y a de l'action. Par exemple, ce que LeBron James a initié pour inspirer les gens à voter. Donc ça, c'est vraiment important. J'ai même vu hier dans l'émission Inside the NBA où Shaquille O'Neal avec Jason Tatum, ils ont initié un projet de challenge pour justement impliquer les gens à aller voter, parce qu'on a vu justement aux dernières élections présidentielles en 2016, le vote des Noirs était au plus bas et ça a causé. C'est une des raisons qui ont fait que Hillary n'a pas été élu donc à la présidence. Si les Noirs avaient pu voter autant nombreux que lors de la série d'Obama, ça aurait fait une différence. Donc il y a des petites choses qui se font à gauche, à droite. Il y a Kyrie Irving qui a fait un don pour les salaires des joueuses de la WNBA. Qui n'ont pas pu jouer à cause de différentes situations. Donc, il y a des actions concrètes qui sont menées, mais qui ne sont pas aussi médiatisées que les messages sur les maillots, sur le terrain. Et il ne faut pas aussi oublier qu'il y a un gros travail à faire au niveau de l'éducation. Parce que les gens ne savent pas. Green était surpris de voir le Black Lives Matter sur les bus des Raptors. Parce qu'il pensait qu'au Canada, il n'y a pas de racisme. Et là, il s'est fait taper sous les doigts parce qu'il était comme ignorant. Donc, il y a beaucoup de gens qui doivent être éduqués sur certains sujets, d'où l'importance de pouvoir continuer la campagne, d'en parler, mais derrière, qu'il y ait des actions concrètes et que même les actions concrètes qui sont là soient aussi médiatisées que les messages sur les maillots. En fait, il y a aussi eu un step de franchi dans le sens où ça fait déjà plusieurs années, moi, que j'ai entendu Adam Silver dire, par exemple, que les avis des athlètes et leur prise de position, notamment politique ou sociale, étaient très importantes et devaient être respectées et relayées.
Donc ça, c'était une première étape. Aujourd'hui, il y a aussi tout le contexte sanitaire à prendre en compte. Le fait de réfléchir à comment faire en sorte que la reprise puisse rester également une tribune pour les médias, pour en parler dans le contexte actuel, c'est aussi beaucoup de choses. Mettre des actions en place aujourd'hui, des actions concrètes, j'entends, ça va être probablement un petit peu compliqué pendant encore quelques temps. Mais voilà, la NBA a aussi un programme d'aide sociale, la NBA Cares, il me semble, je crois, se trouve beaucoup relayé en période de Noël. Les joueurs font aussi eux-mêmes beaucoup d'actions de leur côté. Oui, on peut toujours dire qu'on voudrait plus d'actions, plus de choses concrètes. Ouais. Encore une fois, c'est quelque chose qui doit être compliqué à mettre en place à l'heure actuelle, je veux dire. J'attends de voir aussi, forcément. Là, on a aussi cette culture de l'instant dans ce côté-là. Il faudra voir ce qui en ressortira d'ici 6 mois, 1 an, et les impacts que tout cela aura eu et les choses qui auront pu être mises en place grâce à ça par la suite. Pour finir un peu sur ce sujet, je voulais rebondir sur une déclaration de Pascal Siakam hier en interview. Malheureusement, j'ai pas pu l'avoir en français, mais je vais quand même vous diffuser ce qu'il a dit en anglais. Je ferai une traduction rapide. Je m'inspire un peu de Radio Hall of Fame, Radio Off qui fait un peu ça. Vous appuyez souvent sur des citations, même si c'est en anglais, vous les traduisez après. Et du coup, je vais faire ça aussi. Oui. Je vais faire ça aussi. Je vais passer le truc de Siakam et après je reviens dessus. Et j'avais après une question pour toi, Oncle Phil aussi. Hey Pascal, thanks for stopping by again. On that matter, Serge has spoken that he wants to get his message back to the youth of Congo to signify the global matter of this. How do you get your message back to Cameroon, and how can you help the youth there and society there? I mean, I think it's obviously it's a fine line between trying to make everything that's happening here like a global issue. Like I think obviously. It's a global issue because there's problems everywhere in the world, and obviously it shows like it's focused more on North America right now, but it's something that social injustice happens everywhere, and maybe it doesn't feel like racism where I'm from. It's obviously because we're all black basically, but it's just tribalism. It's like between my tribe and your tribe, we don't like each other or whatever, and so it's like I think there's a lot of different issues that we can touch up on, and we just want to make sure that we obviously keep the focus here, but also try to find ways to impact our own communities and our own country because we have that diversity in our team. Yeah, that was my sort of follow-up question. The uniqueness of this team with so many players from so many different parts of the world may give you guys a bit of an edge making this a global issue. Do you feel that among the team? Oh yeah, for sure, because we all come from different places and we all have different issues and we come from different backgrounds and like I said to a lot of the guys, like I had to educate myself on a lot of issues, that's in North America and find kind of like things that I didn't know about, the Jim Crow, like all the different things that I just didn't know about, and where I'm from, like those are not issues that we deal with. We have different issues, so I think. The more I educate myself and the more I can speak on these issues that I see here. And I feel like it's like that for a lot of people because we have people from different places. And I mean, obviously some of them lived in the US, so they've seen it. But we also have people that, kind of like live in a different place of the world where there's different problems. So yeah, I think it's going to be interesting. And I think our diversity definitely helps on our team. And for me, I just feel like I'm pulling with my fellow Americans and even North Americans and like just all together, making sure that we make this stuff. Thanks very much, Pascal. Appreciate the time. En gros, Siakam il dit c'est important de faire en sorte que le message soit global parce que en fait tout le monde est concerné. Même au Cameroun, par exemple, qui est un pays à majorité noire, il y a des problèmes d'injustice sociale. Et par exemple, c'est des problèmes entre ethnies. Et voilà, il insistait là-dessus. Et justement, ce que je voulais te demander, Oncle Phil, toi qui es au Cameroun, justement, je voulais te demander comment était vu ce mouvement depuis le Cameroun. Et pareil, quel est ton avis sur le côté global de ce combat?
En fait, au Cameroun, et je pense que c'est un petit peu la même chose pour ce qui est des autres pays, Sénégal, le Mali, en tout cas pour tous les autres pays africains. Ici au Cameroun, enfin en Afrique, on voit les choses avec, avec de l'admiration. Ce combat pour les droits sociaux, surtout pour les Noirs, est vu avec beaucoup d'admiration du côté africain. Et je pense que d'après ce que l'on observe, ça donne aussi un peu de force pour certaines forces. Ça donne de la force aussi pour des personnalités, en tout cas pour une partie de la population qui souhaite aussi que les choses évoluent en Afrique notamment, que ce soit les problèmes de développement, les problèmes sociaux, énormément de choses qui pourraient bien entendu bénéficier au développement de l'Afrique. Et je crois que ce mouvement Black Lives Matter est un peu comme une source de motivation pour les Africains ici. Donc c'est perçu comme ça en tout cas. C'est vraiment perçu comme ça. Après il y a une minorité, on va dire ça comme ça, d'Africains qui pensent que le noir en fait est toujours dans une position où il doit, entre parenthèses, se justifier ou se plaindre. C'est un peu ça. Ça, c'est une minorité. Il y a une minorité qui pense ça, que le noir passe son temps à se plaindre, qu'il devrait arrêter. Mais pour une grande majorité, le mouvement Black Lives Matter, c'est une source d'inspiration. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois quand j'observe un petit peu les mouvements sociaux ici. Tu as posé une deuxième question. Je me suis pas souvenu. La deuxième question, c'est globalement comment je perçois le mouvement, c'est ça, non? Ouais. Globalement, moi, je pense que ce mouvement-là est une très très bonne chose dans la mesure où enfin, on peut dire que enfin, je sais pas si je vais dire enfin, parce qu'à plusieurs époques dans le monde, il y a toujours eu des mouvements de ce type-là. Je n'ai pas l'impression que Black Lives Matter soit le mouvement le plus impressionnant pour donner la parole aux Noirs. Il y a eu d'autres mouvements au cours de l'histoire où les Noirs ont demandé, en tout cas, d'avoir un peu plus de justice, notamment aux États-Unis. Black Lives Matter, pour moi, c'est un mouvement en plus c'est un mouvement en plus dans cette actualité, dans cette année 2020. J'ai certainement, enfin, l'espoir que j'ai, c'est que ce mouvement puisse perdurer à cause de l'évolution de la société, notamment avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous avez plus de paroles, les gens s'expriment beaucoup plus, il y a plus de témoignages. Il y a une parole de Will Smith, je sais pas si c'est Will Smith ou il y a une personnalité noire américaine qui disait que ce qui se passe avec le mouvement Black Lives Matter, c'est pas que maintenant on a l'impression que les choses bougent, mais on a plus l'impression qu'on les voit plus à cause des réseaux sociaux. Parce qu'avant, les injustices sociales, on les voyait moins. Les réseaux sociaux n'avaient pas l'impact qu'ils ont aujourd'hui. Donc moi, j'ai bon espoir que ce mouvement Black Lives Matter puisse continuer à progresser. En tout cas, j'ai vu que les choses continuent à bouger. Je pense qu'à Portland, ça continue à gueuler, non? Je pense qu'à Portland, il y a des grèves, non? À Portland, en ce moment, ils vont les arrêter. Je sais plus. Vous avez entendu? J'ai pas suivi. Je sais que ça continuait aux États-Unis. De toute façon, c'est pas fini, mais j'ai pas suivi précisément. Ouais, je crois que ça va être encore un peu chaud là-bas du côté de Portland, puisque je pense que c'était la semaine dernière ou 2 semaines, le gouvernement américain avait fait venir des agents fédéraux pour faire des arrestations. C'était il y a 2 semaines, je crois. Je crois que mais ça continue. Hein. Donc moi j'ai bon espoir que ce mouvement ne s'essouffle pas, et je pense que les réseaux sociaux sont en grande partie une force pour permettre à la parole de continuer à se libérer et de faire bouger les lignes. C'est un peu ce que je peux dire. Tout à fait. Du coup, ça rejoint ce que Rondé disait. Est-ce que c'est de notre devoir, nous les médias, de continuer à en parler, même si la NBA reprend, même si peut-être après on va être pris dans les playoffs et tout ça. C'est vraiment de notre devoir de continuer à en parler, et on va continuer à en parler. Si vous n'avez rien à ajouter, je pense que c'était une très belle conclusion. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Patrick? Non, c'est une belle façon de conclure. Il est vrai que
le problème avec le cercle des nouvelles en Amérique du Nord, aujourd'hui on parle de ça, demain on peut parler d'autres choses, c'est de garder vraiment la constance du message et de pouvoir rappeler, parce que aujourd'hui c'est ok, tout le monde dit oh le basket revient, demain ça peut basculer complètement et parler d'autres choses. L'essentiel c'est de garder le message constant, mais aussi comme l'a été dit, le fait d'avoir les médias sociaux, le fait que chacun, on est tous des journalistes, on a notre appareil photo, on peut prendre des images, on peut faire des reportages. Ça fait quand même une grosse différence, que les choses ne se passent plus dans l'ombre et que les choses soient filmées. Ça, c'est vraiment important pour que tout le monde sache ce qui se passe, mais tout aussi ne pas oublier des campagnes de désinformation. Et c'est très difficile parce que non seulement on a la crise avec le virus, et en plus ce mouvement contre le racisme et pour la justice sociale, c'est deux crises qui sont quand même assez majeures, mais de pouvoir en parler, de continuer à en parler, d'avoir des actions concrètes, je pense que c'est vraiment très important. Parfait, merci Patrick. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Alex ? Non, vous avez été très très complet. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit, et je pense que le fait de continuer à en parler, même à notre niveau, est extrêmement important. C'est parfait. Eh bien, je vous remercie d'avoir participé à cet épisode 14 de Dino Talk. On va nous retrouver très prochainement sur Radio Off, du coup. Et vous pourrez également me retrouver sur cette radio. Je vais participer à des émissions en compagnie donc le Phil et de toute son équipe. Je suis très heureux de ce partenariat. Et comme on dit à chaque fois qu'on finit notre émission, let's go Raptors! Let's go Raptors! Merci beaucoup. Lowry for three. Bang! Oh, it's over! It's over, ladies and gentlemen! La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.